Monsieur le sénateur, bonjour. Bonjour. Nous sommes venus à votre rencontre pour essayer de comprendre ce qui se cache derrière le vocable de paradis fiscal. Qu'est-ce que cette affaire ? Le vocable paradis fiscal est moins un cache-misère que celui d'optimisation fiscale. Paradis fiscal, eh bien, c'est un lieu où par lequel on peut faire transiter sa fortune, ses revenus, ses bénéfices, pour payer moins d'impôts qu'à l'endroit où cette fortune est générée. Alors il y a actuellement dans l'actualité une affaire qui illustre notre propos, c'est l'affaire LuxLeaks. Si nos informations sont bonnes, le Luxembourg a signé un protocole d'accord avec 394 entreprises qui leur permet une optimisation fiscale. Alors c'est une des techniques, il y a plusieurs techniques, c'est une des techniques qui a été utilisée par le Luxembourg, en quelque sorte, négocier avec une grande entreprise le transfert d'une partie de ses bénéfices au Luxembourg. Mais vous avez aussi d'autres techniques, par exemple le faire à travers des holdings, il y a tout un tas de moyens qui sont possibles. Mais le procédé est toujours le même. Hein. Il s'agit de faire transiter légalement une partie donc, des revenus, des bénéfices, etc., réalisés dans un pays, par exemple la France, vers un endroit où on paiera moins d'impôts. Bon, une technique, c'est par exemple de facturer, on crée une société, par exemple au Luxembourg, qui facture à la filiale française, par exemple, des frais pour rien du tout, quoi. Donc tout ça, c'est comme une partie donc, des revenus de la filiale française qui a généré le bénéfice sera imposé au Luxembourg où le taux est plus faible. Alors, ce modèle-là a été mis en place par le Luxembourg, par Jean-Claude Juncker, quand il était ministre des Finances. Enfin, par lui-même, on ne sait pas, mais en tout cas sous sa gouverne. Au moins sous sa gouverne. Il était Premier ministre. Et aujourd'hui, il est devenu président de la Commission européenne. Est-ce qu'au niveau de l'Europe, ça ne pose pas un problème qu'un pays membre de l'Union européenne ait ce genre de schéma technique ? Ah ben, apparemment, ça n'a pas l'air de leur poser de problème, hein, puisqu'il faut quand même savoir que Jean-Claude Juncker, la candidature de Jean-Claude Juncker, qui était le candidat du PPP, enfin de la majorité de droite en Europe, au Parlement, a été préféré à Barnier, à Michel Barnier, qui était du même parti, mais qui lui avait une autre attitude vis-à-vis de la finance, etc. Bon. Donc, et ça a été, la candidature de Juncker a été avalisée à la fois par le Parlement et par les chefs d'État. Donc, ça n'a pas l'air de faire trop scandale. Oui, mais d'un autre côté, ça pose un vrai problème, parce que laisser la contrainte de l'impôt à la classe moyenne et donner la possibilité aux puissants ou aux multinationales d'échapper à cette contrainte-là, n'est-ce pas éroder notre socle républicain ? Bah oui. Enfin, je ne pense pas que la République soit leur premier souci. Mais alors vous, sénateur, quels moyens avez-vous pour influer sur ce qu'il y a dans l'air du temps ? Le moyen qu'on a, c'est de ne pas voter ou voter contre les textes qui laissent faire ou qui avalisent, et puis de protester et de dire les choses comme je l'ai fait récemment en posant une question un peu désagréable au gouvernement. Qui était ? C'était M. Le Guen qui m'a répondu, puisque le ministre des Finances, il paraît qu'il défendait nos intérêts ailleurs. Mais quelle perspective ces systèmes mis en place laissent-ils pour les prochaines décennies ? Quand dans le même temps, on impose de l'austérité à la population, ne pensez-vous pas qu'à un moment, il y a une vraie fracture ? Ben, oui, il y a la fracture, si vous voulez. Parce que le fond du débat, on sépare les problèmes. D'un côté, il y a l'austérité, et on nous explique que c'est absolument indispensable pour sauver l'euro, pour
etc. De l'autre, il y a la question de l'évasion fiscale, des notions d'Azler, etc. Mais on ne fait pas le lien entre les deux. Or, c'est lié. C'est-à-dire que l'argent, les recettes que le Luxembourg encaisse, c'est autant que la France n'encaisse pas. Et c'est autant qui manque pour rétablir l'équilibre budgétaire. Mais ça n'a pas l'air de... Ah si, en parole, il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a des directives qui sont en préparation, enfin, etc. Oui. Mais dans les lois au niveau de l'Europe, il y en a une qui a été votée et qui concerne le droit des affaires. Justement, dans l'affaire LuxLeaks aujourd'hui, il y a 3 Français, dont un journaliste, qui sont devant les tribunaux et qui risquent quand même, pour avoir dévoilé une vérité, celle dont nous venons de parler, risquent quand même 10 ans d'emprisonnement. À ce titre-là, les journalistes, comment demain les journalistes pourront-ils faire leur travail d'investigation? D'abord, ce que je voulais dire aussi, c'est que permettre aux journalistes de faire leur travail, c'est une chose, mais l'idéal, ça serait qu'ils n'aient pas à le faire. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas ce scandale permanent. Parce que, je veux dire, c'est ça le fond du débat. Ensuite, effectivement, la possibilité de pouvoir faire son travail, c'est un minimum dans un pays libre. Mais comme vous le voyez, c'est pas si évident ça. C'est vraiment que le Luxembourg fasse un procès à des gens qui ne font que défendre l'intérêt général, c'est le monde à l'envers. Mais on est dans un monde à l'envers. Comment sortir de cette situation ubuesque? Je crains que dans l'immédiat, et sans qu'il y ait véritablement de secousses un peu fortes, je crains qu'on n'en sorte pas. Dans notre histoire proche, 2 candidats, un faisait un discours à Toulon en nous expliquant en 2008 que, bien évidemment, les paradis fiscaux, selon lui, c'était terminé. L'autre candidat, le normal, nous annonçait que son ennemi était la finance. 4 ans après, en fait, rien n'a changé. Oui, il ne vous aura pas échappé que, effectivement, ces deux personnages, ces 2 candidats puis président de la République, sont des libéraux bontins et que leur premier souci, c'est de ne pas perturber le système financier tel qu'il fonctionne. Alors, bien sûr, on essaye d'améliorer, on essaye de mieux contrôler, etc. Mais enfin, tout ça, on sait très bien que ça n'avance pas. On sait très bien que le fond du débat n'est pas... En fait, le fond du problème n'est pas tranché. La prochaine élection présidentielle risque de ramener ce sujet-là au devant de la scène? Je crains que non, dans la mesure où il ne vous aura pas échappé quand même aussi que l'essentiel des médias sont sous contrôle. Ils appartiennent à quelqu'un, à quelques-uns, qui n'ont pas vraiment intérêt à ce que les choses changent. C'est le meilleur des systèmes pour eux. Vous savez, Mme Thatcher, there is no alternative. On ne peut pas faire autrement. Bien sûr, il y a des petits problèmes, il y a des choses comme ça qu'il faudra essayer de corriger, mais on n'a pas d'alternative. C'est ça qu'on vous vend à longueur de journée. Et les gens finissent par le croire. Et on parle d'autre chose. Je crains que c'est pas sur ce sujet qu'on... Peut-être que l'avenir me démentira. Mais je vous avoue que je ne suis pas très optimiste sur ces grandes liturgies. Mais enfin, c'est le moment quand même de poser les questions. Et il faut bien que nos concitoyens se déterminent aussi en fonction des vrais enjeux. Mais ils sont considérables, les intérêts en jeu sont considérables. Les montages qui ont été faits font que tout est imbriqué l'un dans l'autre. Donc c'est pas simple. Mais la première des choses, si on veut faire avancer un peu, si on veut améliorer un peu la situation, c'est déjà de comprendre ce qui se passe.
Monsieur le sénateur, je vous remercie.